Donc aujourd'hui à Dauphine et les bibliothèques de Saint-Brieuc, nous sommes heureux de vous accueillir et de vous présenter cet homme qui, pour un élu que je suis, peut-être appelait à la désobéissance civile, et difficile pour un élu surtout en année électorale quand même. Surtout en année électorale, de marcher dans les pas de cet auteur sur cet aspect des choses, mais il y a tellement de choses à nous dire, donc merci d'avoir répondu à la bibliothèque de la ville de Saint-Brieuc et notamment à cet événement, un auteur, un livre qui structure nos rencontres et qui nous apporte toujours beaucoup de satisfaction, de découverte et d'émotion. Bonsoir. Je dois juste monter et je vous parle. Voilà. Bonsoir à tous et merci. Merci donc à l'équipe de la bibliothèque, monsieur, de m'avoir invité. C'est en effet une première pour moi à Saint-Brieuc. Pourtant, une partie de mes ancêtres sont du coin, enfin plus exactement du Trégor, du côté de Plestin-les-Grèves. Et puis, j'étais briochin littérairement, puisque un certain nombre d'auteurs de chez vous me sont très familiers, Guillou, Jean Grenier, Jules Lequet et Georges Palante, pour ne citer que ceux-là, qui sont des auteurs que je fréquente depuis 20 ans, mais je n'ai jamais eu l'occasion de venir. C'est le seul coin de Bretagne que je ne connais pas en fait, puisque je connais très bien le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine où j'ai grandi. Donc je suis très heureux d'être là. C'est une première fois, mais pas une dernière. J'ai eu le temps de me balader pendant 1 heure, je trouve que c'était très joli, donc je reviendrai, mais avec ma famille. Donc je vais vous... Oui, un peu plus fort, je vais parler, voilà. Là vous m'entendez ? Voilà, c'est mieux. Alors, voilà. Je ne suis pas un professionnel de la chose. Je ne sais pas si ça se redresse un peu. Je vais essayer de rien casser. On va essayer d'arranger ça. Voilà. Je sais pas trop. Non, je crois que c'est là, non, c'est pas ça. Voilà. Et voilà. Ça devrait aller. Bon. Et là, non, je vais faire comme ça, vous voyez. Ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Alors, je vais donc vous parler de Henry David Thoreau, ou Thoreau. Je vous expliquerai qu'on peut le prononcer des deux façons, puisque à l'origine, c'est un patronyme français. Alors, comme je suis, c'est des privilèges de l'âge, je suis devenu presbyte, je suis obligé d'enlever mes lunettes. Donc, dans le cercle des poètes disparus, je ne sais pas si vous vous en souvenez comme moi, mais en tout cas, le professeur John Keating, incarné par le regretté Robin Williams, a rangé ses élèves avec la célèbre apostrophe que lançait Walt Whitman à Lincoln, « Au capitaine, mon capitaine ». Mais se souvient-on que le dit cercle des poètes disparus commençait chacune de ses réunions en citant cette phrase « Il faut sucer la moelle de la vie ». Et pour moi, ce fut une révélation. D'un seul et même coup, je venais d'entendre pour la première fois ou presque les noms de Walt Whitman et de Henry David Thoreau. Dès la sortie du cinéma, je suis entré dans une librairie pour acheter des feuilles d'herbe et Walden. J'avais 20 ans, et c'est ainsi que les choses ont commencé. Je vous propose à présent de remonter pratiquement 200 ans en arrière, jour pour jour. En effet, le 12 juillet 1817, David Henry Thoreau voit le jour dans la petite ferme de sa grand-mère sur Virginia Road, un peu à l'écart du bourg de Concord dans le Massachusetts, non loin du bois et de l'étang de Walden qu'il fera passer à la postérité. Il est le troisième des 4 enfants de John Thoreau, un fabricant de graphite et de crayons, et de Cynthia Dunbar. Il a aussi 2 sœurs et un frère. Le grand-père paternel de l'écrivain, Jean Thoreau, est né sur l'île de Jersey. Il avait émigré à 20 ans à peine dans le Nouveau Monde, où il était devenu un marchand prospère de Boston. Il descendait de huguenots vendéens qui avaient fui les persécutions après la révocation de l'édit de Nantes. C'est pour ça qu'on peut dire Thoreau ou Thoreau, et que quand je demande à mes amis américains, il n'y a pas d'orthodoxie en la matière. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez continuer à dire Thoreau. Moi, j'ai pris l'habitude de dire Thoreau. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je m'appelle Gilles Boeuf, Thoreau, ça faisait beaucoup. Donc, j'ai contourné l'obstacle, on va dire. Donc, ce Jean Thoreau était arrivé à Boston en 1773 à 20 ans. Cette année 1773 est très importante parce que le 16 décembre, au soir, plusieurs dizaines de Bostoniens appartenant à une organisation secrète
qu'on appelait les Fils de la Liberté, s'étaient déguisés en Indiens Mohawks, qui étaient des Indiens assez sauvages et guerriers, et ils se sont introduits à bord de 3 navires anglais pour jeter à la mer des caisses de thé avant de repartir comme ils étaient venus. C'est ce qu'on appelle la Tea Party, la Boston Tea Party, qui est le point de départ de la guerre d'indépendance américaine, à laquelle ce John Thoreau va prendre une part active. La grand-mère maternelle de Henry David Thoreau, Mary Jones, appartenait pour sa part à une famille loyaliste de Weston dans le Massachusetts, et elle avait pour père un colonel, franc-maçon et propriétaire d'esclaves. Donc il y avait des double héritages. Elle avait d'abord épousé un pasteur, le révérend Asa Dunbar, qui a pu représenter une sorte d'ancêtre idéal aux yeux de son petit-fils, puisqu'il avait été le héros d'une révolte étudiante à Harvard en 1765. Et à la mort de ce premier mari, elle s'était remariée avec un capitaine de Concorde et s'était installée avec ses filles dans la ferme de celui-ci. C'est là, en 1811, que John Thoreau, le père donc, fit la connaissance de la fille de cette dame, Cynthia, qu'il épousa l'année suivante. John Thoreau, le père de l'écrivain, était un homme affable et patient qui aimait la lecture et la musique. La mère, Cynthia, était une femme, elle, intelligente et volubile, qui a joué un rôle actif dans la société de charité féminine de Concorde, joignant le geste à la parole en invitant régulièrement des indigents à venir partager les repas de la maison. Et surtout, elle était présidente de la société anti-esclavagiste féminine de Concorde, et elle a pris une part très très active dans ce qu'on appelait le chemin de fer souterrain, qui était en fait une organisation de citoyens de la côte est américaine qui aidait à faire passer au Canada les esclaves en fuite. C'est une organisation, on pourrait comparer presque à la résistance française, parce qu'ils risquaient très gros en faisant ça. Elle tenait aussi une pension de famille dans la maison pour améliorer l'ordinaire, parce qu'ils avaient, quand Thoreau est né, ils avaient quand même du mal à joindre les deux bouts. À cette époque, il faut se représenter la configuration des États-Unis. Alors, j'ai oublié de prévenir la bibliothèque suffisamment à temps. J'avais préparé un PowerPoint pour illustrer mes propos, mais j'ai fait ça hier soir, j'ai oublié de prévenir. C'est pas grave, donc il va falloir que vous imaginiez. À cette époque, il faut vous imaginer que les États-Unis, quand Thoreau est né, il est né en 1817, c'est 40 ans simplement après l'indépendance américaine, 41 ans exactement. Et il y avait simplement de mémoire, je crois qu'il y avait 20 États à ce moment-là aux États-Unis. C'était surtout la côte Est. Et puis l'Ouest, c'était encore ce qu'on appelait the wild. C'était vraiment la nature sauvage, quoi. Et à cette époque, Concorde, c'est une petite ville de 2000 âmes, à une vingtaine de miles au nord-ouest de Boston, qui est la capitale du Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre. Ses habitants sont majoritairement des agriculteurs et des propriétaires terriens, installés dans de vieilles fermes confortables, dispersés dans toutes les directions sur plusieurs miles. Dans le bourg, aux ormes élégants, longés par la Concord River, il y a aussi quelques boutiques d'artisans et des commerces, des scieries, des tavernes et de banques. Les Concordiens mènent une vie sobre, authentique et pieuse, jouissant de la beauté des bois et des collines environnants, cultivant un goût prononcé pour la littérature, le savoir et les débats publics. Un ami de Thoreau, qui serait son premier biographe, décrit Concorde dans ces termes. Un village entouré par des bois et des prairies, abondant en sentiers praticables, mais à l'écart pour la marche. Quelques étangs constellent les alentours, et 2 fois par an, les crues font apparaître une chaîne de petits lacs où viennent nicher goélands et canards. Les terres de ce village, autrefois habitées par les Indiens Penobscot, avaient été rachetées au grand sachem Tahatawan par les colons dès 1635, 15 ans seulement après l'arrivée des pères pèlerins, des Pilgrim Fathers, à bord du Mayflower. Donc c'est un des premiers villages des États-Unis, et comme l'achat des terres s'était fait en bonne entente, en bonne concorde, les premiers colons avaient appelé ce village Concorde. Concorde, c'est aussi un village qui a joué un rôle très important dans l'histoire des États-Unis. Quand, en avril 1775, un détachement de l'armée régulière d'Angleterre quitta Boston pour marcher sur Concorde afin de s'emparer d'armes que l'on disait cachées dans la petite ville, ses habitants et ceux des villages voisins, prévenus de l'arrivée des soldats britanniques par Paul Revere, qui était un héros de la Révolution américaine et un ami du grand-père de Thoreau, donc les habitants de Concorde repoussèrent l'armée anglaise lors de l'assaut donné sur le vieux pont et força l'armée anglaise décidément, à battre en retraite. Ces événements qui auraient pu paraître anodins et juste une escarmouche entre Anglais et Américains a en fait constitué ni plus ni moins le point de départ de la Révolution américaine. C'est aussi le point de départ armé de la Révolution américaine.
Les premières années du jeune David Henry sont marquées par des déménagements successifs dans les villages environnants puis à Boston, au gré des tentatives commerciales de son père, qui se soldent toutes par un échec. Jusqu'au retour définitif à Concorde en 1823, Henry David a 6 ans. Un oncle maternel excentrique de l'écrivain, Charles Dunbar, avait découvert une mine de graphite et a proposé à John le père de s'associer avec lui pour fabriquer des crayons. Les crayons John Sorrow et compagnie, qui vont finir par être très prisés dans les milieux professionnels. L'enfance de David Henry, ça ressemble à celle de Tom Sawyer, telle que l'a immortalisé Mark Twain. C'est celle d'un petit garçon nu-pied que sa mère charge de conduire sa vache au pré, d'aller la chercher le soir pour la traite. Quand il n'est pas à l'école communale, il passe des heures entières à arpenter cette nature inépuisable qui s'offre à son émerveillement, à accompagner son frère aîné John à la chasse, à pêcher des brèves et des tanches dans les rivières et les étangs, et à glisser dessus sur un traîneau rudimentaire quand ils sont venus. On n'aurait pas pu rêver de décors plus propices à la formation de Sorrow que cette petite ville de Concorde, sertie dans un magnifique écrin naturel, chargé d'une forte dimension historique et encore imprégné de son passé indien. Il y avait encore des Indiens Penobscot qui venaient montrer leur artisanat régulièrement à Concorde quand Sorrow était enfant. Concorde est de surcroît une communauté très active qui, en tant que foyer du transcendantalisme, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est, a été un véritable creuset de l'identité intellectuelle américaine. En 1833, Sorrow entre à Harvard College. C'est un jeune campagnard de 16 ans, dans le costume vert neuf, un peu trop grand que lui a fait tailler son père, qui débarque de sa Concorde natale dans la plus ancienne université américaine créée en 1636, c'est-à-dire un an après Concorde. Mais à l'époque, ce n'est qu'une modeste et petite université rurale dont la plupart des étudiants viennent des environs et où règne une discipline stricte et rigide. Sorrow partage avec un camarade une chambre au confort rudimentaire et il est décrit par ses anciens condisciples comme quelqu'un de froid et impassible qui est d'un naturel asocial, se montrant très distant avec ses camarades de classe. Autant dire qu'il n'a pas laissé un souvenir impérissable. De fait, il ne se mêle pas aux soirées étudiantes où l'on mange des huîtres et boit du vin, mais il est quand même élu membre de la plus ancienne fraternité de Harvard. Pour que ce fils préféré, c'est le cadet des enfants, donc pour que ce fils préféré pour lequel sa mère nourrit de grandes ambitions puisse se rendre à l'université, la famille consent à des gros sacrifices. Le frère et la sœur aînée de David Henry donnent une partie de leurs émoluments d'enseignants pour payer les frais de scolarité, auxquels contribuent également les tantes maternelles et paternelles de l'écrivain, tandis qu'une partie de la scolarité est prise en charge par les bienfaiteurs de l'université sur les revenus d'une ferme où David Henry doit lui-même aller toucher sa bourse. À Harvard, il suit des cours dans un tas de matières, de langues, sciences, littérature, philosophie, etc. Et il profite aussi largement de la bibliothèque immense de cette université qui compte pas moins de 41 000 ouvrages. Il y passe de nombreuses heures à lire et étudier en dehors des cours, ce qui lui vaut d'être surnommé par ses camarades le bel érudit au grand nez. Malgré tout, il nourrira toujours un certain mépris pour la véritable institution. Et quand Emerson lui fait remarquer, malgré il en a marre de l'entendre toujours faire des reproches à Harvard, il lui fait remarquer que tout de même l'université lui a permis d'accéder à toutes les branches du savoir, son jeune ami lui rétorque, certes, mais aucune de ses racines. Malgré d'indéniables indispositions intellectuelles, et bien qu'il se montre consciencieux dans ses études, Sorrow semble avoir mis un point d'honneur à ne pas chercher à s'illustrer aux examens, à la grande surprise et à la grande désapprobation de ses professeurs. Car pour un élève boursier, ce n'est pas loin d'être considéré comme une faute, ce qu'on ne se prive pas de lui faire sentir. Il en ressort néanmoins diplômé à 20 ans, ce qui est encore relativement rare à cette époque, et il est en droit de caresser de grandes ambitions sociales. Mais c'était sans compter sur le caractère trempé de Sorrow. Et le ton va être donné lors de la traditionnelle cérémonie de commencement. Alors, je ne sais pas, on a tous vu ça dans les films, c'est la cérémonie de remise des diplômes à la fin. Donc nous on appelle ça, c'est d'ailleurs toute la différence entre notre langue et la langue anglo-saxonne, nous appelons ça à la fin d'études et ils appellent ça le commencement. Donc ce jour-là, le 30 août 1837, sur le campus de Harvard, devant un parterre constitué du président de l'université et ancien maire de Boston, des enseignants, des notables et édiles de ce coin de Nouvelle-Angleterre, d'anciens élèves, dont certains sont devenus des personnalités, des familles. Après l'allocution inaugurale prononcée en latin par le major de la promotion, un jeune impétrant de tout juste 20 ans
dans son costume verdâtre et limé, s'apprête à monter sur l'estrade et à lire au pupitre, comme le veut la tradition pour un prétendant au diplôme de Bachelor of Arts, un texte de sa composition. Et ce texte, il l'a intitulé « L'esprit commercial des temps modernes et son influence sur le caractère politique, moral et littéraire d'une nation ». Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va dérouter cet auditoire médusé par ses propos. Il va dérouter cet auditoire médusé par ses propos iconoclastes. En effet, surtout qu'il prononce ce discours dans un contexte très particulier, parce qu'à ce moment-là, les États-Unis traversent la plus grave crise économique de leur histoire, qui n'a d'équivalent que la crise de 1929 et celle des subprimes. Soro, il fait en pleine crise, il fait l'éloge du loisir et il va à contre-courant de l'affairisme de la majorité de ses contemporains. C'est donc à tous ces gens propres sur eux et de la bonne société bostonienne qu'il va dire ceci à 20 ans. L'ordre des choses devrait être plutôt inversé, le dimanche devrait être le jour de labeur de l'homme, pour ainsi gagner sa vie à la sueur de son front, et les 6 autres jours consisteraient en le repos des sentiments et de l'âme, pour parcourir ce jardin ouvert et boire aux doux effluves et aux sublimes révélations de la nature. Donc il faut bien vous représenter la force de ce coup d'éclat. En effet, 3 mois plus tôt, le 10 mai 1837, toutes les banques de New York, qui est alors une mégapole en train de devenir plus importante que Boston et Philadelphie sur la côte Est, toutes les banques de New York se retrouvent en état de cessation de paiement. La panique gagne l'ensemble du pays. Sur les 850 banques que comptent les États-Unis à cette époque, 343 mettent la clé sous la porte, 62 autres sont placés en situation de faillite partielle. Du coup, la crise se propage rapidement à l'industrie, entraîne une chute de la production, une importante déflation, un chômage de masse, ainsi qu'un ralentissement de l'économie américaine pour les 5 ans à venir. Crise immobilière liée à la spéculation, crash des banques, crise du crédit, crise des entreprises, crise de l'emploi, taux de chômage record. Toute ressemblance aujourd'hui avec des faits réels n'est pas forcément fortuite. Mais lui, Soro voit dans cette crise une opportunité de repenser la façon de vivre de ses contemporains. Il fustige ses adorateurs de Mammon, que sont devenus nombre de ses concitoyens, et il se fait le chantre de l'osium, si cher aux Romains, qu'on a traduit par oisiveté, qui est en fait une pratique solitaire, toujours destinée et constituée socialement, et qui est un temps de l'existence permettant une discipline de soi. Par opposition au neg osium, dont l'étymologie neg osium donc signifie le non-loisir, et a donné le mot négoce, terme sous lequel les Romains désignaient la sphère de l'activité, des affaires comme de l'affairement, lieu des usages par essence obéissant à des règles. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que quand même les mots travail et négoce sont quand même des mots à l'origine négatifs. Je trouve ça toujours amusant, l'étymologie. Donc, loin d'avoir émoussé sa personnalité, ces 4 années à Harvard ont au contraire renforcé son esprit d'indépendance et d'opposition. Symboliquement, comme pour mieux signifier cette mue qui s'est opérée en lui, pour commencer, dès qu'il est rentré à l'université, Soro rompt avec l'église de la première paroisse du révérend Ripley qu'il a baptisé et à laquelle toute sa famille est rattachée et refuse de payer le denier l'équivalent du denier du culte. Il dit « Je ne vois pas pourquoi le curé ne paye pas mon salaire d'enseignant, je ne vois pas pourquoi je paierai son salaire. » Ce qui fait un petit scandale, évidemment. L'année suivante, lorsqu'il est en âge de voter, il refuse d'aller voter. Il intervertit aussi, c'est ce que vous posiez la question tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'il intervertit l'ordre de ses prénoms. Désormais, il se fait appeler Henry David Soro et non plus David Henry Soro, qui sont ses prénoms de naissance. Mais il n'est pas le seul, ça s'inscrit dans un mouvement général, je dirais, pour incarner un esprit de réinvention qui souffle chez les intellectuels de Nouvelle-Angleterre. Un certain nombre d'entre eux vont ainsi modifier légèrement leur nom. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Amos Bronson Alcox, alors son nom ne vous dit rien, il se fait désormais appeler Alcott, sauf qu'il est le père de Louisa May Alcott, qui a écrit Les 4 filles du Dr Marsh. Nathaniel, voilà, c'était un très grand ami de Soro. Et elle, qui avait 9 ans quand il en avait 30, était amoureuse de lui, de Soro. Elle a écrit un livre très drôle où elle raconte comment il se peignait avec une pomme de pin. Donc c'est assez... Nathaniel Hawthorne a rajouté lui un W, est devenu Nathaniel Hawthorne, qui veut dire aubépine en anglais, mais je ne suis pas sûr que ce soit pour ça qu'il l'ait fait, parce que c'était pas un rigolo. Et Herman Melville, lui, a rajouté un E à la fin de son patronyme. Donc c'était une mode, comme ça l'état civil est un peu moins tatillon qu'aujourd'hui, on va dire. Et puis surtout, en 1837, donc il a 20 ans, quand il rentre à Concorde, Soro fait une rencontre déterminante en la personne de Ralph Waldo Emerson, de 14 ans son aîné,
qui vit avec femme et enfants à Concorde. En 1836, cet ancien pasteur en rupture avec son église a fondé avec d'anciens condisciples, lors des cérémonies du bicentenaire de Harvard, dont il est lui aussi diplômé, le Transcendental Club. En réaction à un enseignement universitaire et théologique jugé trop doctrinaire, le transcendantalisme entreprend la recherche d'une nouvelle philosophie morale et esthétique. James Russell Lowell, un contemporain, écrira que le mouvement transcendentaliste était l'esprit protestant du puritanisme recherchant une nouvelle façon de sortir des formes et des credos qui le comprimaient au lieu de l'exprimer. Les sources du transcendantalisme sont nombreuses et variées. Il emprunte aux textes védiques, donc de l'Inde, à Confucius, aux écrivains métaphysiques anglais du XVIIe siècle, aux théories de Fourier et de Cousin, au spiritualisme mystique de Swedenborg et surtout à l'idéalisme allemand, en s'enracinant en particulier dans la philosophie transcendantale de Kant, à laquelle il doit son nom. Un texte fondateur va résumer l'essence du transcendantalisme à l'américaine et en devenir le véritable manifeste. Il s'agit de Nature, un essai publié anonymement par Emerson en 1836. Dans ce court essai que je vous invite à découvrir, qui est une merveille, il affirme la toute-puissance sur l'individu de l'existence. Il affirme la toute-puissance de l'individu et l'existence d'un principe mystique, cosmique, qui régit l'univers et qu'il appelle la sur-âme, oversoul en anglais. L'équivalent de ce que Thoreau lui appellera dans Walden les lois supérieures. Pour Emerson, l'âme de chaque individu est identique à l'âme du monde et la première contient ce que la seconde contient. Voilà ce que dit Emerson dans Nature: l'homme le plus heureux est celui qui tire de la nature une leçon d'adoration. Il ajoute: la marque constante de la sagesse est de voir le miraculeux dans le banal. Donc, si on suit bien Emerson, la nature doit être vécue comme une discipline quotidienne destinée à éduquer et instruire l'homme, tant par la compréhension logique et rationnelle que par la raison mystique et intuitive. Ce texte va être déterminant pour Thoreau, qui va l'emprunter plusieurs fois à Harvard. Et c'est sur les conseils d'Emerson en cet automne 1837 que Thoreau commence à tenir son journal. Au total, en y écrivant presque chaque jour pendant 25 ans, Thoreau va ainsi remplir une quarantaine de cahiers et plus de presque 7000 pages dans lesquelles il note ses lectures, ses observations ornithologiques et botaniques, ses mesures d'arpenteur, le récit de ses excursions, le fruit de ses recherches sur les Indiens d'Amérique, des poèmes, des aphorismes, etc. Et surtout, son journal, ça va devenir sa grande œuvre, la matrice dans laquelle il vient puiser la matière de ses conférences, de ses essais ou de ses ouvrages. Comme ses frères et sœurs, donc, Henry, diplômé tout frais de Harvard, cherche un poste de maître d'école. Et une opportunité formidable s'offre à lui puisqu'on lui propose un poste à la Center Grammar School de Concorde. Mais le jeune professeur qui ne fait jamais rien comme les autres, a des méthodes pédagogiques novatrices qui déplaisent. En effet, il préfère faire la morale à ses élèves plutôt que d'avoir recours à des châtiments corporels. Ce refus de se soumettre à cet usage scolaire lui vaut la visite d'un ponte du comité des écoles de Concorde, inquiet à l'idée que le laxisme de ce nouveau maître ne mette en péril par contagion les autres établissements de village. Alors, Thoreau, qui était capable de grosses colères, réagit impulsivement. Il prend au hasard 6 de ses élèves, parmi lesquels une fillette qui aide à la pension familiale, et il les corrige sans explication, avec la baguette, et juste avant de démissionner dans la foulée de son poste d'enseignant, au bout de 2 semaines seulement. Donc, il retourne vivre chez ses parents, il prête à nouveau main forte à son père dans la fabrique familiale de crayons, et faute forcément de trouver un nouveau poste dans un établissement public, il décide d'ouvrir en juin 1938 sa propre école dans la maison spacieuse de ses parents, au centre de la petite ville, et il commence avec juste 4 garçons de Boston. Peu après, il est rejoint par son frère John, et l'école des frères Thoreau s'installe alors dans les locaux vacants de la Concorde Academy, où eux-mêmes ont usé leur fond de pantalon. L'aîné enseigne l'anglais et les mathématiques dans les pièces du bas, le cadet, donc Henry David, le latin, le grec, la physique et l'histoire naturelle à l'étage. Les 2 frères sont très complémentaires parce que John est un beau jeune homme assez grand, ouvert, affable et manifestement plus conventionnel. Henry, lui, au prime abord, paraît froid, distant, mais il peut faire irruption sans prévenir dans la salle pour partager une découverte, un fait nouveau, ou bien une façon différente de voir les choses. Et surtout, il exerce un véritable magnétisme sur ses élèves. Les frères Thoreau bannissent tout châtiment corporel et pratiquent une sorte de pédagogie maïeutique où les cours ne sont pas confinés aux 4 murs de la salle de classe. Au moins une fois par semaine, John et Henry amènent leurs élèves dans les bois ou les prés des environs. Ils vont nager dans les étangs de Walden, de White Pond ou de Batman's Pond, ou bien ils vont voguer à la voile ou à la rame sur les rivières et les fleuves voisins, à bord du bateau qu'ils ont eux-mêmes fabriqué.
Henry fascine littéralement ses élèves par sa connaissance de la nature de Concorde. Et il se demande même s'il n'en est pas le démiurge parce qu'il sait tout d'elle. Il est capable d'identifier tous les chants d'oiseaux, il sait tout sur les cycles des fleurs et des arbres, il est capable de débusquer sous leurs yeux médusés des pointes de flèches d'Indiens, des vestiges de flèches d'Indiens, quel que soit l'endroit où il s'arrête. Et les leçons ne s'achèvent pas toujours après la fin des classes, parce qu'un certain nombre de ces enfants, n'étant pas originaires de Concorde, ont pris pension dans la maison Soro, où les discussions et l'enseignement peuvent se poursuivre de façon encore plus informelle. Malgré sa réussite et son succès, ils ont une trentaine d'élèves. L'école Soro est obligée de fermer ses portes le 1er avril 1941 à cause des problèmes de santé de John, ce qui se manifeste les premiers symptômes du mal familial, la tuberculose. Et Henry, lui, n'envisage pas de continuer sans lui. Après la fermeture de l'école des frères Soro, donc, Henry accepte la proposition que lui a faite Emerson, travailler pour lui comme factotum en contrepartie du gîte, du couvert et d'un petit salaire, et il emménage aussitôt dans la maison du grand homme à la sortie du bourg de Concorde. À ce moment-là, ils sont au sommet de leur amitié, les liens entre les deux hommes se sont considérablement resserrés, et Soro donc va vivre là pendant 1 an et demi. Il va aider à réparer les clôtures et les meubles, il va fabriquer un abri pour les oiseaux, s'occuper du verger, et il apprend à Emerson à réaliser des greffes sur les arbres fruitiers, parce qu'Emerson, c'était le philosophe incapable de planter un clou. Donc, et Soro, c'était... Emerson, c'est le théoricien du transcendantalisme, et Soro, c'est le praticien. Et puis, les deux hommes, pendant qu'ils bricolent et qu'ils jardinent, philosophent volontiers ensemble. Le soir, ils vont marcher, au coin du feu, ils discutent. Et puis, Soro, surtout, peut renouer avec les plaisirs qu'il avait connus à Harvard, puisqu'il a à sa disposition une immense bibliothèque, celle de Emerson, dans laquelle il va faire un tas de découvertes, à commencer par les textes indiens. Et Henry, c'est toujours Monsieur Non, en fait. Quand il posait une question, sa première réponse c'était non, et puis après il commençait à développer. Donc il détonne toujours un peu avec sa tenue vestimentaire un peu fruste, ses gros souliers ferrés, avec ses épées laissées en cuir. Il déconcerte aussi par ses manières un peu rustres, son refus des convenances, qu'il pousse à manger à table avec les mains, ses réponses abruptes, son esprit de contradiction, sa façon un peu moins conventionnelle de penser. Et pourtant, il est très aimé par cette maisonnée un peu plus conventionnelle. Les enfants Emerson voient en lui une sorte de grand frère idéal, qu'ils appellent tonton, un peu magicien, toujours disponible, se prêtant bon en cœur à leurs jeux et à leurs activités, les régalant de 1000 histoires merveilleuses et de tours de passe-passe, ou bien les entraînant dans des excursions dans les alentours qui prennent avec Soro une dimension d'expédition polaire. Quand Emerson part pour de longues tournées de conférences aux États-Unis ou en Europe, il confie, alors en pleine confiance justement, Maison et Maisonnée, et Soro, qui semble nourrir quelques petits sentiments pour Lillian Emerson, la femme du philosophe, lui écrit à son ami « Vous pouvez rester, prenez votre temps pour vous rentrer, je m'occupe de tout. » Bon, alors à l'époque, évidemment, il va être un peu plus entreprenant. Quand il va être un peu plus entreprenant avec Lillian Emerson, on n'a pas la réponse de cette dame à la lettre qu'il lui a écrite, mais à mon avis, elle doit être salée parce qu'il n'a jamais recommencé. C'est à peu près une des rares aventures sentimentales de Soro. Mais un double drame va venir mettre un terme à cet heureux ordre des choses. Le 1er janvier 1942, en se rasant, John Soro, donc le frère aîné de Henry, qu'il aimait tant, se coupe à l'annulaire gauche. La blessure paraît anodine, mais 8 jours plus tard, alors qu'il vient de faire panser son doigt blessé, il se plaint de raideur douloureuse à la mâchoire et éprouve d'étranges sensations dans tout le corps. Le médecin dépêché sur place, en toute urgence, ne peut que constater le mal et faire le diagnostic, c'est le tétanos, et préparer John à une mort très rapide. En anglais, ça veut dire blocage de la mâchoire, ça se traduit blocage de la mâchoire, tétanos. Donc John accepte son sort funeste avec beaucoup d'équanimité et il s'éteint 10 jours plus tard dans les bras de son frère. Profondément affecté, Henry va porter longtemps en lui le poids de cette perte soudaine et brutale et s'efforcer d'accepter cette mort avec philosophie en se plongeant davantage dans l'écriture et la lecture, et en entretenant une relation encore plus fusionnelle avec la nature. Et d'où le drame, je vous disais, parce que le 27 janvier, c'est-à-dire 2 semaines après, c'est Waldo, le fils aîné d'Emerson, qui a seulement 6 ans, est emporté en 3 jours par la scarlatine. Ce chagrin à partager, ce double deuil, va rapprocher encore davantage des deux hommes. Soro cherche à cette époque de nouveaux moyens de subsistance, et il finit par accepter de devenir le précepteur d'un neveu de Emerson à New York. On peut supposer que ses méthodes pédagogiques n'ont guère changé depuis l'époque de l'école des frères Soro, mais très vite, l'ennui semble s'être emparé de lui, alors qu'il se sent de plus en plus déraciné dans cette maison et dans cette ville,
Et après être revenu fêter Thanksgiving auprès des siens, il comprend que son cœur est définitivement à Concorde, où il retourne à la fin de l'année. Il se remet à fréquenter les écrivains, les intellectuels du coin, parce que Nathaniel Hobson vient de s'installer, entre autres, à Concorde, et que Emerson, étant la figure dominante des lettres américaines à l'époque, tout le monde vient vers lui. Et puis, il fréquente aussi les fermiers du coin, même si à un moment donné, il s'attire leur colère parce qu'il a mis accidentellement le feu lors d'un pique-nique à plusieurs hectares de forêt et de champs. Et qu'en plus, lui, il a regardé le spectacle en trouvant que c'était assez joli. Donc, 27 ans, Soro est de retour chez ses parents et il reprend une part active dans la fabrique de crayons. Alors, c'est dommage parce que sur le PowerPoint que je vous avais préparé, il y a sur la tombe de Soro aujourd'hui, les gens ont pour habitude de planter des crayons. Voilà. Donc, à 27 ans, il participe à nouveau à la fabrique et il invente un astucieux dispositif qui permet d'en améliorer la qualité, ce qui fait que c'est une marque qui devient très très connue et très prisée par les professionnels. Alors que grâce à la petite entreprise familiale prospère, l'avenir de Henri semble tout tracé, il décide de s'en retirer. Et comme ses amis que ce renoncement laisse pantois s'interrogent, il répond invariablement qu'il n'a pas l'intention de refaire ce qu'il a déjà fait. Soro, chantre d'une vie sans principe, est rétif à toute forme de routine passagère, en dehors du cycle des saisons, parce que cela participe d'un ordre éternel et immanent. Et s'il passe pour un marginal désœuvré aux yeux de ses concitoyens qui désapprouvent son refus de mener une vie active et rangée, il est tout sauf oisif. Et quand même à le répéter Emerson, s'il bénéficie d'autant de temps libre, c'est uniquement parce qu'il est mieux organisé. Quand il n'aide pas son père à l'atelier de crayon, sa mère pour le jardin, ou qu'il n'a pas loué ses services comme arpenteur, il marche de longues heures durant, un gros livre dans son sac, servant à presser les feuilles et les fleurs qu'il cueille, un carnet à la main pour noter ses idées, ses observations, les mesures de la croissance des arbres ou bien de l'épaisseur de la neige. Et depuis qu'il a vendu son fusil, il ne s'adonne plus qu'à la pêche, part parfois sur son canoë qu'il a fabriqué sur le modèle indien, et l'hiver, il glisse sur les rivières et les étangs gelés, parce que c'est un excellent patineur, où l'été, il aime bien se baigner. En mars 1945, c'est le premier acte fondateur de Soro, vraiment, il commence à couper du bois et à se construire une cabane près de Walden Pond. Donc c'est un étang qui est situé une demi-heure à peu près au sud du bourg, où Emerson a acquis un terrain l'année précédente, ce qui lui offre l'opportunité plusieurs fois envisagée de vivre au milieu de la nature, retranché de la société des hommes, et de se consacrer pleinement à l'écriture. Non sans humour, Soro écrira pour justifier cette décision. Pendant plusieurs années, j'ai été l'inspecteur nommé par moi-même des tempêtes de neige et des pluies d'orage. J'ai fait mon devoir loyalement. Arpenteur, sinon des grands chemins, du moins des sentiers forestiers, jusqu'à ce qu'il devienne de plus en plus évident que mes concitoyens, après tout, ne m'auraient pas admis parmi les fonctionnaires de la ville, ni n'auraient fait de mon emploi une sinécure avec une modeste allégation. Constatant qu'il était peu probable que mes concitoyens me proposent une place au palais de justice ou un vicariat ou une cure n'importe où ailleurs, mais qu'il fallait me débrouiller tout seul, je me tournais plus exclusivement que jamais vers les bois, où j'étais mieux connu. Soro est donc prêt à 28 ans à tenter sa propre expérience de vie dans les bois. Walden Pond, c'est un étang d'1 mile de long, au sud de Concorde, au milieu de collines boisées, recouvertes de chênes et de sapins. C'est un étang qui exerce sur lui un véritable magnétisme, car c'est l'un des plus anciens paysages imprimés dans sa mémoire, puisqu'il l'a découvert lors d'un pique-nique familial dans cette crique alors qu'il n'avait que 4 ans. Partant du constat que je ne trouverai jamais dans les déserts du Labrador une solitude plus grande que dans certains coins de Concorde, c'est-à-dire la solitude que je porte en moi, il ne peut être question de tenter l'expérience ailleurs que dans les environs de son village natal. Une fois qu'il a trouvé l'emplacement idéal, à une trentaine de mètres de l'étang, sur la berge nord, pentue à l'orée des bois, sans la moindre habitation humaine en vue, ni le moindre voisin à la ronde, mais à mi-chemin entre la voie ferrée et la route, au début du printemps, donc, Soro commence à couper et tailler des sapins, puis à creuser une cave dans le sable. Il achète ensuite les planches d'une cabane appartenant à un Irlandais qui travaille sur la voie de chemin de fer. Et chaque jour, pendant 3 ou 4 semaines, il va travailler seul à la construction de sa maison dans les bois. Il loue un cheval, avec lequel il laboure le terrain en friche plein de souches, sur 2 arpents et demi, où il va planter des navets, des fèves, du maïs, des pommes de terre et des haricots. Et le 4 juillet 1945, date hautement symbolique, choisie expressément par Soro comme s'il entendait proclamer sa propre déclaration d'indépendance, parce que le 4 juillet c'est la déclaration d'indépendance américaine, il accomplit donc l'acte philosophique qui va largement contribuer à sa postérité et à sa légende en aménageant dans sa retraite élue. Il écrit dans Walden « Je m'en allais dans les bois parce que je souhaitais vivre délibérément
ne faire face qu'aux faits essentiels de la vie, et voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à enseigner, et non découvrir quand je viendrais à mourir que je n'avais pas vécu. Je voulais vivre profondément et sucer toute la moelle de la vie. Pendant 2 ans, 2 mois et 2 jours, il vit dans une relative solitude, entrecoupée de visites et d'excursions, se conformant à l'éthique de la simplicité volontaire qu'il s'est érigée en règle de vie, au cœur d'une nature au contact de laquelle il entend découvrir ces lois supérieures qui président à toute existence. En s'installant hors du monde, à une demi-heure de Concorde, il entend démontrer précisément la nécessité d'être au monde ici et maintenant, et non dans un ailleurs indéfini, en aspirant à une vie transcendantale de la nature qui doit laisser l'esprit s'épanouir. En s'installant au bord de cet étang familier, Thoreau entend par ce choix de vie plus ou moins solitaire se placer à la frontière de soi et de cette nature sauvage pour déchiffrer ce qu'il appelle un périmètre gagné sur le chaos sauvage de la forêt éclaircie au milieu des bois touffus. Un espace où le moi, dessinant ses limites, voit clairement qui il est. Cette expérience de l'autosuffisance plus que de l'autarcie, qui reproduit le mythe du pionnier vivant au contact de la nature, repose sur le principe en anglais de ce qu'on appelle l'at omnes, qui est une façon d'être dans le monde et au monde. Et à travers cette vie transcendantale de la nature, où l'identité se renforce au contact de la nature en vertu des correspondances entre l'âme humaine et la surâme immanente, chère à Emerson, Thoreau s'inscrit dans le prolongement de l'éthique stoïcienne qui fixait pour règle le sequi naturam, c'est-à-dire suivre la nature, afin d'atteindre à ce que les anciens appelaient l'eudémonie, c'est-à-dire le bonheur qui dépend de notre capacité à coïncider avec le cœur du monde. Thoreau se soumet à une sorte de discipline volontaire qui n'empiète pas sur sa liberté. Chaque matin, dès Poutron-Miné, il va se baigner dans le lac comme s'il accomplissait de son propre aveu un exercice religieux. Et l'hiver, donc vous l'aurez compris, il va patiner sur sa surface gelée. Ensuite, il consacre la matinée à lire, à écrire ou bien à sarcler son petit potager. Éventuellement, il va pêcher. Il déjeune sommairement des produits qu'il fait pousser, de poissons et exceptionnellement de porc salé. Et il fabrique et cuit lui-même son pain de seigle. Après s'être baigné une nouvelle fois dans l'une des criques de Walden Pond, en plus, il faut s'imaginer, on est dans l'Amérique puritaine, il se baigne nu dans l'étang de Walden Pond, donc il dispose de tout son après-midi qu'il consacre à aller marcher dans les bois, où il s'abandonne à une sorte d'épiphanie panthéiste, ce que le poète allemand Hölderlin appelle le radieux oubli de soi dans le tout de la nature. Mais je ne veux pas t'embrasser l'idée d'un Thoreau ermite, parce que tous les 1 ou 2 jours, il se rend à Concorde pour revoir sa famille, ses proches et se tenir au courant des derniers commérages du village. Il est souvent retenu à dîner le soir et rentre à la nuit tombée chez lui en tentant tant bien que mal de retrouver le chemin de sa cabane dans l'obscurité et en rapportant parfois de la nourriture préparée par sa mère, inquiète de le voir suivre un régime alimentaire aussi peu diversifié. On raconte même qu'il volait les tourtes aux pommes qui étaient laissées refroidir sur le rebord des fenêtres. Ce qui fait toute la singularité de Thoreau et qui vient contredire donc l'idée que l'on peut se faire de lui en tant que précurseur de l'écologie moderne, c'est qu'il n'écrit pas sur la nature, mais depuis la nature. Il a bien compris que pour atteindre à ce cosmopoétisme auquel il aspire, la société constitue une entrave à la simplicité volontaire. Simplicité volontaire à laquelle l'homme ne peut parvenir qu'à travers une économie de vie au plus près de la nature. Thoreau n'a jamais cherché à comprendre et développer les motivations profondes de son installation à Walden, ni celles de son départ le 6 septembre 1847. Il n'a fait que répondre à une nécessité simple, évidente et impérieuse, dont quelques années plus tard, il est toujours incapable de trouver les raisons. Pourquoi ai-je quitté les bois ? Je ne pense pas pouvoir le dire. Je ne sais pas davantage pourquoi j'y étais venu. J'ai souvent souhaité pouvoir y retourner. Peut-être que j'aspirais à un changement. Il est possible qu'il y ait eu un peu de stagnation. Peut-être que si j'avais vécu là plus longtemps, j'y aurais vécu pour toujours. Il faut réfléchir à 2 fois avant d'accepter le paradis dans ces termes. Mais toujours est-il que cette retraite dans les bois de plus de 2 ans a opéré une sorte de mue et fait littéralement naître en lui le poète naturaliste. Comme l'a écrit l'un de ses premiers biographes, c'était un étudiant quand il est allé à Walden, quand il est revenu à Concorde, c'était un professeur. L'autre événement qui a contribué, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a contribué à sa légende, et dont la légende s'est emparée, c'est son arrestation et son emprisonnement qui vont lui fournir la matière première de son célèbre essai sur la désobéissance civile, dont Gandhi et Martin Luther King se sont réclamés.
Si Soro ne possède pas suffisamment de biens pour être imposé, en revanche, comme tout citoyen américain, il est soumis à une taxe particulière qui s'appelait la taxe de capitation, qui était corollaire du droit de vote. Or, il refuse de s'acquitter de cet impôt, qui selon lui revient à faire allégeance à un État esclavagiste et en guerre contre le Mexique. Comme il l'écrit, les lois inévitables se manifestent aussi clairement dans leur transgression que dans leur observance. Et si nous vivons, c'est plus ou moins aux dépens des vertus de toutes sortes. Il se dit prêt à payer les taxes sur les routes et les chemins parce qu'il souhaite être un bon voisin, mais il entend être un mauvais administré qui déclare tranquillement la guerre à l'État, tout en souhaitant continuer d'en retirer les utilités et les avantages parce que ça lui paraît bien naturel. Donc en plein milieu de son séjour à Walden, le soir du 23 ou du 24 juillet 1946, on n'a pas la date exacte, il se rend au village chez le cordonnier pour faire réparer un de ses souliers. Et il est interpellé par Samuel Staples, ce qu'on appelle le constable, c'est-à-dire le gendarme municipal de Concorde, qui est préposé à la collecte des impôts. Alors c'est un petit village, hein, tout le monde se connaît, ils se connaissent bien, ils s'apprécient tous les deux. Et se disant que Soro est peut-être dans la gêne parce qu'il y a eu un fort gel au mois de juin qui a gelé toutes ces plantations, Staples, donc le gendarme, va même lui proposer de lui avancer le dollar qu'il lui a réclamé par l'État. Mais Soro lui oppose un refus calme et obstiné parce qu'il entend faire de son geste une question de principe. Donc Staples n'a pas d'autre choix que de le conduire à la prison de briques de Concorde. Alors c'est pas Sing Sing, hein. C'est juste une petite maison de briques, et sitôt que, quand il arrive, les autres prisonniers sont sur le perron en train de fumer. Hein. Donc il l'amène là, oui, il faut relativiser tout quand même. Hein. Donc sitôt qu'il a appris la nouvelle, ça on ne sait pas si c'est vrai, mais bon, l'anecdote est trop savoureuse, Emerson se rend sur place, et quand il voit son ami derrière les barreaux, il lui demande « Mais Henry, pourquoi êtes-vous en prison ?» Et ce dernier lui répond du tac au tac « Waldo, pourquoi êtes-vous dehors ?» Voilà, donc c'est ce qu'il écrira plus tard dans son essai sur la désobéissance civile. Sous un gouvernement qui emprisonne un seul être injustement, la juste place du juste est aussi la prison. La nuit que Soro va passer en prison, et dont il n'a jamais cherché d'ailleurs à faire un fait d'armes, n'a rien eu de traumatisant, vous l'aurez compris. Il partage sa cellule avec un co-détenu qui est accusé d'avoir involontairement mis le feu à une grange. En fait, il était bourré, il avait une pipe, il s'est endormi devant une meule de foin. Et une bonne partie de la soirée, il va écouter toutes les histoires et les ragots qui courent dans cet endroit insolite, lire les inscriptions qui ont été laissées par les autres prisonniers. Et puis son compagnon s'étant allongé, Soro éteint la bougie, s'aligne à son tour sur sa couche et prête l'oreille au bruit et à la vie nocturne de sa ville, qui lui parviennent par la fenêtre ouverte, munie de barreaux. Pendant ce temps-là, quand elle a appris la nouvelle, sa mère a tenu conseil avec ses belles-sœurs. L'une d'entre elles, avec un fichu sur la tête pour ne pas être reconnue, va aller frapper à la porte du constable, payer le dollar réclamé par l'État, parce qu'il s'agit d'éviter un nouveau scandale. Il avait déjà mis le feu, je me rappelle, donc il était déjà un peu surveillé, Soro. Et le lendemain matin, donc, puisque le dollar a été payé, alors que le co-détenu de Soro est parti au champ fané, comme il le fait chaque jour avant de retourner le soir en prison, Soro est libéré contre son gré. Ce qui fera dire plus tard au constable, Samuel Staples, ce fut le seul prisonnier que j'ai eu qui refusa de partir quand il le pouvait. Bon, contraint et forcé, Soro quitte sa cellule, et le plus naturellement du monde, il poursuit la course qu'il était venu faire la veille, il se rend chez le cordonnier, fait réparer son lacet, et une fois que son soulier est réparé, il s'en va rejoindre un groupe de cueilleurs de myrtilles. C'est une véritable institution à Concorde à l'époque, la cueillette des myrtilles. Mais surtout, cette expérience va lui inspirer un texte que nous connaissons sous le nom de désobéissance civile. Et ça, c'est très important parce que ce n'est pas le titre que lui a donné Soro. Le titre que lui avait donné Soro, c'est « Résistance au gouvernement civil ». C'est le titre de désobéissance civile qui sera donné après la mort de Soro. Ce contre quoi s'insurge Soro, c'est la violence d'État, qui s'exprime à travers l'exercice monopolistique d'un pouvoir discrétionnaire par une minorité au détriment d'une majorité silencieuse et consentante. Ce que déjà avait dénoncé Étienne de la Boétie exactement 3 siècles plus tôt dans son discours sur la servitude volontaire. L'humanisme civique de l'ami de Montaigne et le transcendantalisme de l'ami de Emerson se rejoignent dans l'exhortation à faire sécession pour ne pas participer à titre individuel à ce que Platon appelait l'acrasie collective, c'est-à-dire la faiblesse de la volonté, qui est la condition et le garant de la servitude volontaire. L'action à laquelle nous invitent ces deux auteurs relève du non-agir, ou plus exactement de ce qu'il est convenu d'appeler l'action omissive. Il s'agit simplement de ne pas vouloir consentir, obtempérer, adhérer.
Ce tyran, seul, il n'est pas besoin de le combattre ni de l'abattre, nous dit Étienne de la Boétie. Il est défait de lui-même pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Ce à quoi Soro fait écho 3 siècles plus tard. Tous les hommes reconnaissent le droit à la révolution, c'est-à-dire le droit de refuser allégeance à un gouvernement, de lui résister quand sa tyrannie et son incompétence sont flagrantes et insupportables. L'appel de nos 2 auteurs à la défection politique relève d'une raison de cité, au sens platonicien du terme, par opposition à la raison d'État. Après avoir quitté sa cabane de Walden, je reviens donc dans l'histoire de Soro, il vit un temps dans la maison d'Emerson, tandis que le philosophe repart en tournée en Europe, et à compter de l'été 48, la vie de Soro prend sa forme définitive, il a 31 ans. Il retourne vivre dans la maison familiale, travaille dans l'entreprise paternelle, mais aussi comme arpenteur pour des propriétaires terriens et la ville de Concorde, et il donne une soixantaine de conférences dans plusieurs villes du Massachusetts et des États voisins. En 1949, il publie à compte d'auteur un premier livre. Donc le titre anglais c'est A Week on the Concorde and Merrimack Rivers, qui a été publié sous le titre 7 jours sur le fleuve, et qui est inspiré d'un périple en canoë avec son frère effectué 9 ans plus tôt. Ce qui constitue la force et l'originalité de ce voyage initiatique et en fait vraiment l'un des livres les plus ambitieux et les plus captivants écrits au XIXe siècle en Amérique, c'est qu'il ne s'agit pas d'un récit au fil de l'eau, coulant selon la pente naturelle, mais d'un récit à contre-courant. À l'instar du périple qu'il décrit et retranscrit, Soro remonte jusqu'à la source des réflexions que lui a inspiré ce vagabondage fluvial avec son frère, sans craindre de s'enfoncer dans des régions de la pensée encore vierges et sauvages. Mais le livre est un échec. Et par une sinistre ironie, ce livre, qui est né d'un deuil, donc celui de John, voit le jour au moment de la perte d'un autre cher, puisque sa sœur aînée, Hélène, meurt quelques jours plus tard, à 36 ans, de la tuberculose. Désireux de se changer les idées et de découvrir l'océan, Soro se rend à l'automne 49 avec un ami à Cape Cod, ce qui veut dire le cap de la morue en anglais, le bras plié et nu du Massachusetts, d'où part le Pequod, le navire commandé par le capitaine Achab à la recherche de Moby Dick. Au cours des années 1840 et 50, Soro multiplie les excursions, seul ou avec des compagnons, dans le Maine, à Cape Cod, au Québec, la seule fois où il peut skater les États-Unis, dans le New Hampshire et dans les White Mountains. D'ailleurs, c'était très drôle. L'esprit de contradiction Soro est permanent, c'est-à-dire que quand il est aux États-Unis, il revendique en permanence ses origines françaises, et quand il va à Québec, donc francophone, là il se présente comme un Yankee. Il faut toujours qu'il prenne le contre-pied. Et donc, de ces voyages, il tirera la matière première d'un certain nombre de livres qui seront publiés après sa mort, Les forêts du Maine, Cape Cod, Un Yankee au Canada. Ces périples dans les forêts du Maine, surtout, vont lui offrir la possibilité d'observer les tribus indiennes qui l'ont toujours fasciné. Il fait d'ailleurs appel à des guides indiens. Il y en a un qui s'appelle Freddy Neptune, qui est un ivrogne investissé, et puis après il y en a un autre qui s'appelle Joe Police, avec lequel il va apprendre beaucoup. Et puis il consigne à ce sujet des centaines de pages de notes en vue d'un ouvrage qu'il n'aura pas le temps d'écrire. Véritable indien blanc, lui-même, Soro admire chez l'Indien son rapport panthéiste à la nature, son sens de l'orientation, sa sagesse instinctive, et il voit en lui l'opposé de l'homme civilisé qui ne lui inspire que mépris. Un essayiste américain, Richard Fleck, a dit ceci: Soro, un amoureux de la marche en hiver, de la nuit, du clair de lune et du côté obscur de la nature, est spirituellement plus proche d'un Algonquin que d'un Européen. Il est évident que son immersion profonde dans le mythe et l'éthos de l'Indien d'Amérique explique en grande partie son style de vie, ses pensées et sa façon d'être. Après l'échec de son premier livre, Soro décide de louer ses services comme arpenteur pour $3 par jour. Cette profession est idéale, à plus d'un titre. Elle lui permet de décider quand il veut travailler, ne l'assujettit à aucun employeur fixe, n'est guère susceptible de connaître la routine, et surtout elle lui offre la possibilité d'être en plein air toute la journée. Grand marcheur devant l'éternel, ce philosophe péripatéticien dans le Nouveau Monde voit dans la nature la préservation du monde, et dans la marche, le moyen d'œuvrer au lent développement de l'individu, dans ces périodes de dormance où l'intelligence peut embrasser l'universel. À travers l'éloge de la marche, Soro fait l'apologie de la valeur suprême de l'individu et de la communion avec la nature, en affirmant sa foi dans l'intuition comme voie de connaissance, par le biais de cet exercice salutaire et libérateur qu'est la marche. Voilà ce qu'il écrit à ce sujet. « À quoi bon emprunter sans cesse le même vieux sentier ? Vous devez tracer des sentiers vers l'inconnu. Si je ne suis pas moi, qui le sera ?»
Il commence aussi son herbier, qui est encore conservé à Harvard, qui abritera jusqu'à 900 spécimens, et qu'il ramène chez lui dans un chapeau de paille avec un échafaudage placé tout autour, et qu'il appelle sa boîte de botanique. Il dispose désormais d'un espace à soi, puisqu'il s'est approprié et aménagé le grenier de la maison familiale au 3e étage, où il conserve ses manuscrits, ses cartes, ses relevés d'arpenteur, ses livres, son herbier, ses collections d'œufs et de nids, ses échantillons de mousse et de lichen, ainsi que ses reliques indiennes. Ces journées obéissent à une certaine routine en apparence. La matinée est consacrée à l'étude et à l'écriture sur son bureau près de la fenêtre, dont il se laisse facilement distraire par les bruits de l'extérieur, ou bien à ses travaux d'arpenteur, et l'après-midi, il va marcher dans les environs sans but précis, sinon celui que son instinct et sa curiosité lui suggèrent. Le soir, il se plonge à nouveau dans les livres, ou bien il rédige son journal, et la nuit, il lui arrive de ressortir pour marcher au clair de lune. Mais Thoreau, tout absorbé qu'il est par ses lectures et ses études et son immersion quotidienne dans la nature, n'en demeure pas moins attentif aux problèmes de son temps. Or, le 18 septembre 1850, le Congrès américain a promulgué ce qu'on appelle la Fugitive Slave Law, qui autorise les chasseurs d'esclaves à capturer les fugitifs et les ramener à leurs propriétaires, avec l'aide fédérale si besoin est, et menace d'une amende pouvant aller jusqu'à $1000, qui est une très forte somme à l'époque, et une peine maximale de prison de 6 mois pour quiconque empêcherait l'action de la justice, ou viendrait en aide aux esclaves en fuite. Comme Thoreau l'a toujours dit, il a dit dans la désobéissance civile, et comme il l'a écrit en particulier dans ce texte, toute forme d'injustice ou d'oppression, en particulier quand elle est étatique ou gouvernementale, appelle à l'action. Et donc il s'apprête désormais à rentrer en résistance. Déjà, quand il vivait dans sa cabane au bord de Walden Pond, des esclaves lui étaient amenés, qu'il abritait ou conduisait dans un lieu plus sûr, à savoir la maison de ses parents, où Cynthia Thoreau prenait les choses en main. Elle chargeait son fils d'aller acheter des billets de train à la gare et d'accompagner les fugitifs dans le même wagon, mais pas trop près pour ne pas se faire remarquer et pour ne pas attirer l'attention. Mais les choses s'étant durcies, avec l'entrée dans les États-Unis de nouveaux États esclavagistes, le cas de certains esclaves en fuite prend une dimension nationale et va exacerber le combat abolitionniste de Thoreau. Désormais, et c'est là où il y a une petite différence quand même sensible avec Gandhi et Martin Luther King, il reconnaît la nécessité d'une résistance violente contre l'esclavage. Et il exhorte ses concitoyens à une prise de conscience individuelle, politique et philosophique. Il va se lier avec un abolitionniste radical qui s'appelle John Brown, qui vient lui rendre visite à Concorde. Ce Brown, avec ses fils et d'anciens esclaves, combat par les armes l'esclavage. Il va aller, par exemple, un soir, sortir 5 propriétaires d'esclaves de chez eux en attirant de leur sommeil, et il les passe par le sabre sommairement sans forme de procès. Mais en octobre 59, Brown, avec ses hommes, donc ses fils et puis des esclaves affranchis ou en fuite, va capturer un arsenal militaire en Virginie, l'arsenal de Harper's Ferry. Et il va, évidemment, l'armée américaine va réagir, et il va y avoir une douzaine de morts au total, et Brown lui-même va être très grièvement blessé. Thoreau va militer activement pour sa défense. Emerson va aller plaider la cause de ce John Brown auprès d'Abraham Lincoln, et même Victor Hugo, dans son exil à Guernesey, va prendre la défense de John Brown. Rien n'y fait. Brown est exécuté pendu 2 mois plus tard. Et à la pendaison assistent 2 personnages intéressants, Walt Whitman, donc le poète Walt Whitman, et puis un acteur shakespearien qui sera le futur assassin de Lincoln. Thoreau, lui, parvient malgré tout à aider l'un des comparses de Brown à fuir au Canada. Thoreau n'a publié que 2 livres de son vivant, donc le premier qui était un échec, et en 1854 publie le livre qui va faire évidemment sa renommée, c'est Walden ou La vie dans les bois. À l'origine, Walden, c'est juste une conférence destinée à l'édification de ses concitoyens, pour les exalter à pratiquer l'autosuffisance. Mais au fil du temps, et surtout grâce à ses lectures des textes sacrés de la sagesse orientale, de divers essais sur le paysage, et puis de traités philosophico-agricoles d'auteurs latins, Thoreau est venu à concevoir ce texte comme une autobiographie spirituelle. Voici ce qu'a dit de lui son biographe américain. Walden modernise et développe l'idée de liberté en ravivant l'accent stoïque classique mis sur l'autarcie ou l'autonomie, en domestiquant dans un contexte américain le concept hindou de libération ultime de l'esprit et en assimilant la liberté avec cette vie sauvage dont il avait compris qu'elle était la source et la matière première de toute civilisation et de toute culture. Walden va connaître un certain succès critique et se vendre plutôt bien.
Il s'inscrit par ailleurs, faut toujours contextualiser, dans ce qu'un critique appelait la Renaissance américaine, qui voit la parution des premiers chefs-d'œuvre d'une littérature authentiquement américaine. On a vu, il y avait avec Emerson Nature en 1836 et puis ses essais en 1941. Il y a les aventures d'Arthur Gordon Pym en 1938 et les contes grotesques en 1939 de Edgar Allan Poe. La lettre écarlate en 1850 et La maison des sept pignons en 1951 de Nathaniel Hawthorne. Moby Dick en 1850 et Les feuilles d'herbe de Whitman qui commencent à apparaître à partir de 1855. Les années qui suivent sont marquées par de nombreuses excursions, seules ou en compagnie d'amis, ou du guide indien Joe Police, les conférences qu'il continue de donner, et puis par ses travaux d'arpentage qu'il réalise pour des particuliers ou de communautés fourriéristes qui foisonnent aux États-Unis à cette époque. La mort de son père en février 1959 va l'obliger à s'investir encore davantage dans ses travaux d'arpentage et dans la fabrique familiale de crayons et de plombagines, et le contraindre de renoncer pendant un certain temps aux excursions et même à tout travail littéraire. Jusqu'en novembre 1861, il va continuer de remplir les près de 7000 pages de son journal, mais au fil du temps, le contenu change. S'il a toujours consigné ses observations sur le monde naturel, celles-ci deviennent plus scientifiques, se montrent plus attentifs aux détails et aux données. Et ils vont fournir la matière de certains de ses derniers textes, les paumes sauvages, la succession des arbres en forêt, fruits sauvages, la dispersion des graines, etc. Mais comme, pour ne jamais oublier la finalité première de son immersion volontaire et totale dans la nature, Thoreau a écrit à maintes reprises dans son journal qu'une approche trop scientifique du monde naturel constituerait une entrave à sa quête d'un sens plus large. À la fin de l'année 1860, Thoreau attrape froid bêtement, alors qu'il est allongé par terre sur le sol mouillé pour mesurer les cernes de croissance des arbres sur une souche. Dans un ultime effort pour essayer de recouvrer sa santé qui se dégrade, il va entreprendre une dernière excursion dans le Minnesota avec un jeune naturaliste. Ensemble, ils s'arrêtent au sud du Niagara, à Chicago, remontent le Mississippi et assistent à une cérémonie à laquelle participent près de 5000 Sioux. Mais ce voyage n'empêche pas, contrairement à ce qu'avaient espéré les médecins, la progression du mal. Avec l'automne 1861, la santé de Thoreau commence à décliner rapidement. De retour à Concorde, lucide sur son état, il met de l'ordre dans ses manuscrits avec sa sœur, Sophia, qui va publier avec l'aide d'Emerson et un autre ami la plupart de ses œuvres posthumes. Il établit également la liste de ses biens à distribuer, qui ne sont pas légion évidemment, et il reste désormais confiné dans une pièce du rez-de-chaussée de la maison familiale, où ses amis et les enfants du village viennent lui rendre visite. Tous ceux qui viennent le voir sont frappés par le stoïcisme avec lequel il accepte son sort, et il n'en perd pas pour autant son sens de la répartie anticonformiste. Ainsi, quand un ami lui demande « Vous semblez, avec une grande délicatesse d'ailleurs, vous semblez si proche du bord du fleuve des ténèbres que je me demande presque comment l'autre rive ne peut vous apparaître. » Et Thoreau lui répond « Un monde à la fois. » Il meurt donc Henry David Thoreau dans sa ville natale le matin du 6 mai 1862. Il allait avoir 45 ans. Pour ses obsèques, l'église est pleine et les cloches sonnent 45 fois. Son cercueil est recouvert de fleurs des champs. Des amis prononcent des discours, lisent des poèmes, et c'est Emerson qui va lui rendre un vibrant hommage au cimetière de Sleepy Hollow, en Concorde, où il est enterré. Voici ce qu'il dit, qui à mon sens résume tellement la personnalité de Thoreau. S'il était capable de résoudre facilement les problèmes de l'arpenteur, il était assailli chaque jour par des questions plus graves qu'il affrontait vaillamment. Il remettait en cause chaque usage et entendait asseoir son comportement sur des fondations idéales. C'était un protestant à outrance, et il est peu de vies qui comptent autant de renoncements. Il ne s'était prédestiné à aucun métier, il ne s'est jamais marié, il a vécu seul, il n'allait jamais à l'église, il ne votait jamais, il a refusé de payer un impôt à l'État, il ne mangeait pas de viande, ne buvait pas de vin, il a toujours ignoré l'usage du tabac, et bien qu'il fût naturaliste, il ne s'est jamais servi d'un piège ni d'un fusil. Il avait choisi, non sans sagesse sans doute dans son cas, d'être le célibataire de la pensée et de la nature. En conclusion, je vous dirais ceci, en mythifiant sa vie, Thoreau s'est fait le chantre forcené de l'individualité. Toute son œuvre, où règne une forme d'enthousiasme sensuel, traduisant son adhésion intense au réel par laquelle s'exprime et se raffermit son identité, toute son œuvre donc est sous-tendue par le refus des impositions de la société, l'obsession de la perte, la volonté de s'ouvrir à l'inconnu et l'allégeance au primitif. Ce faisant, il incarne l'indépendance intellectuelle et le sentiment d'échec qui disent la difficulté d'édifier son propre univers ancré dans la réalité immédiate, autant que dans ce qu'il appelait les provinces de l'imagination.
Et s'il ne fallait retenir qu'un seul message d'Henry David Thoreau, c'est celui-ci. J'appris ceci, au moins, de par mon expérience. Si quelqu'un avance avec confiance dans la direction de ses rêves et essaie de vivre la vie qu'il a imaginée, il trouvera des succès inattendus et il trouvera des succès inattendus dans des moments ordinaires. Je vous remercie. Merci beaucoup Thierry Gélibeuf. Merci d'avoir tenu l'heure de conférence avec tant de choses à dire. Vous avez sans doute des questions à poser. C'est le moment. J'avais préparé quelques anti-sèches, mais je les ai oubliés. Je répondrai comme ça. Moi, je veux bien penser. Ah bah, voilà. Allez-y. Ouais, vous avez parlé de péripatéticien. Péripatéticien, oui. Le terme, c'est celui qui philosophe en marchant, c'était la démarche d'Aristote. Voilà. C'est philosophe ici. Après, ça a donné autre chose féminin, mais ça vient de là. On a un petit peu évoqué votre travail de biographe. Ah, Est-ce oui. que vous pouvez nous en parler un petit peu vous avez un peu à la bouche tout à l'heure, c'était un travail d'enquête. Voilà. Quand on est biographe, en fait, on est plein de choses, puisque on est généalogiste, on est détective privé, on est traducteur quand on travaille sur n'importe quel auteur, puisque on doit accéder à des textes étrangers. On est psychologue aussi. Et puis après, il faut éviter l'identification trop forte, mais forcément. Il y a un poème de Borges qui dit « Celui qui lit ses vers les écrit ». Donc moi je suis intimement convaincu qu'il y a autant de lectures qu'il y a de lecteurs d'un même livre, et il y a autant de lectures qu'il y a de lectures par un même lecteur d'un même livre. Donc la biographie que j'ai écrite, c'est une biographie. Il y en a eu d'autres. En français, il n'y en avait pas eu d'autres, mais aux États-Unis, il y en a d'autres. C'est la façon dont j'ai ressenti Thoreau, évidemment avec des faits concrets, mais tout ce qui est sur la personnalité, il y a forcément ou de l'empathie ou de la projection, j'en sais rien, c'est inévitable. C'est inévitable, sauf à faire un truc très clinique. Et je pense qu'il faut quand même faire plutôt quelque chose de rendre le personnage vivant. C'est-à-dire qu'une biographie, c'est pas ériger une statue. Donc il faut... c'est pas une hagiographie, on n'écrit pas la vie d'un saint, ce sont des gens comme nous. Contrairement à ce que nous font croire nos professeurs au lycée, les grands écrivains ne sont pas des bustes, ce sont des gens qui ont vécu, qui ont parfois bien vécu, qui ont fait des conneries, c'est comme ça. On n'est pas forcé d'adhérer à tout ce qu'ils ont fait, on n'est pas obligé non plus de juger. Donc il faut essayer de s'approcher le plus près de la vérité d'un personnage, autant que l'on puisse s'approcher de la vérité d'un personnage. Il y a des choses qui nous échapperont toujours. Donc moi je trouve que c'est pas passionnant comme travail, vraiment le côté enquête minutieuse, rat de bibliothèque. Pour l'instant, je ne suis encore jamais allé sur place, mais ça sera réparé dans un mois et demi, puisque un de mes amis m'amène là-bas, donc je vais enfin aller voir. Je pense que malgré tout, ça fera quelque chose. Alors, les Américains sont quand même assez fascinants parce qu'il y a une petite industrie qui s'est mise en place autour de Thoreau. On peut acheter plein de gadgets. Ils vendent même en papier des maquettes pour construire sa cabane de Thoreau. Enfin, tout ça est authentique. Et alors, ce qui est assez surprenant, pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'explication. Ils ont reproduit donc la cabane de Thoreau avec une statue, mais ils n'ont pas construite à l'endroit où la cabane a été construite. Ils l'ont construite à côté du parking. Et la maison de Thoreau, elle est juste signalée par des stèles. Donc bon, je pense qu'ils ne doivent pas aimer marcher. Et pourquoi vous êtes intéressé à Thoreau? Alors c'est vraiment un cœur. D'abord, ça a été la découverte par ce film, même si Walden ne m'a pas passionné au départ. Parce que, en fait, n'ayant pas les éléments, ne sachant rien du personnage, quand j'ai dit Walden à 20 ans, ça m'a pas... Mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui m'intéressaient dedans. C'est-à-dire que le premier chapitre était très intéressant, puis le chapitre où il écrit combien il a récolté de haricots, etc., ça m'a un peu empiquiné. Mais je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose d'assez surprenant, puis je l'associais toujours au personnage de Keating, qui était quand même, à 20 ans, c'était un personnage fascinant quand même, ce professeur iconoclaste.
Et donc, j'ai toujours gardé Soro en tête, mais on trouvait à l'époque très peu de choses. Donc j'avais lu après les désobéissances civiles, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de choses de lui disponibles, mais qu'il y avait énormément à traduire encore. Donc j'ai commencé à... C'était les débuts d'Internet, donc j'ai commencé à télécharger des textes de Soro, et la première chose que j'ai faite, un jour, j'ai lu le texte sur la marche, je l'ai trouvé génial, donc je l'ai traduit, je l'ai proposé à un éditeur qui m'a dit est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai dit, ah oui, il y a tout ça. Donc, et c'est comme ça, et c'est l'éditeur qui m'a demandé d'écrire la biographie au départ. Mais moi, quand j'ai commencé au départ, jamais j'aurais imaginé un tel compagnonnage, parce que pour moi, c'est pas infini, loin s'en faut. Un éditeur de Bordeaux, un couple d'amis, m'a demandé il y a 5 ans, ou 5-6 ans, m'a dit, il n'y a plus rien d'inédit de Soro. Je dis, si, il reste une chose, c'est le journal, quoi. Il me dit, bon, on le fait. Alors, je dis, je crois quand même que c'est assez gros. Hein. Donc le soir, comme je l'avais téléchargé, je vais télécharger l'édition américaine ancienne, j'ai regardé et j'ai dit, il y a 6500 pages. Alors le lendemain, pensant de refroidir mes camarades, je leur dis, il y a 6500 pages. Il me dit, ok, on en fait un par an pendant 15 ans. Donc on en est au 5e, là, actuellement. Voilà. Dites, et vous êtes français, donc vous faites une biographie de Soro. Est-ce que les Américains ont fait ce même travail? Il y a peu de biographies de Soro, c'est surprenant. Il y a une biographie qui n'est pas vraiment une biographie au sens classique du terme, qui est une biographie, je dirais, plus intérieure, qui est absolument remarquable, genre un monsieur qui s'appelle Richardson. Non, il n'y a pas de... Curieusement, c'est un personnage sur lequel il y a très peu de... Il y a eu les premières biographies faites par ses amis au début du fin 19e, début 20e, mais c'est tout, quoi. Et après, il n'y a plus rien. Sauf cette biographie, mais qui n'est pas vraiment une biographie où on raconte l'histoire de la personnage, c'est une biographie qui raconte plutôt son cheminement, quoi. C'est son intérêt. Donc il y a tout. C'est là où j'ai puisé beaucoup de choses sur sa recherche sur les Indiens, justement. Est-ce que dans son journal on trouve des références, parce qu'il a lu beaucoup, visiblement, à des écrivains français comme Rousseau, par exemple? Alors curieusement, Rousseau, non. Curieusement, Rousseau, non. C'est vrai que pour moi, j'avais pensé exactement sur tout le travail sur la marche et aux rêveries, tout ça. Il y a énormément de ressemblances, hein, pas dans tout, mais sur cette thématique-là, il y a énormément de ressemblances. Non, il lisait pourtant le français, hein, mais de mémoire, c'était plutôt des écrivains, des écrivains naturalistes qui l'intéressaient en français. Donc c'était plutôt ces écrivains-là. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de références finalement en français. Ce qui est d'ailleurs, là c'est une des pires difficultés quand on fait de la traduction, c'est d'avoir à tomber sur un texte français traduit en anglais, parce que là il y a la règle normalement intangible veut qu'on remette le texte français. Donc il faut aller, quand ce sont des ouvrages d'un naturaliste du XVIIe siècle, etc., je vous laisse imaginer que, surtout qu'en plus les Anglais, quand ils traduisent, en particulier dans un journal qui n'est pas destiné à la publication, ils prennent des libertés. Hein, donc il y a des passages entiers qui sont supprimés, donc c'est un vrai casse-tête. Donc je suis très content qu'il n'y ait pas trop de citations en français, parce que ça m'arrange, je dirais. Et la servitude volontaire, la Boétie? Eh bien non, ça, pour moi c'est incompréhensible qu'il n'ait pas lu ça. Mais je pense que c'était pas un texte qui n'était pas... Enfin, il connaissait un petit peu Fourier, parce que c'était la grande mode de Fourier en France, mais moi je comprends... le parallèle pour moi entre la servitude et la désobéissance civile me paraît tellement évident que je ne comprends pas que... Il connaissait un peu Montaigne, forcément parce que Emerson avait écrit dessus, mais curieusement c'est un auteur aussi qu'on rencontre très peu chez Soro. Ce que je ne m'explique pas non plus. Et son journal, vous l'avez terminé? Ah non. 5e tome. Donc je serai à la retraite quand j'en aurai fini, je pense. On aurait 5e tome et au début on faisait des tomes de petite taille et puis je me suis fait un tableau Excel avec les 40 au total, j'ai trouvé 39 cahiers, donc voilà. Et il y a une édition qui a été faite 50 ans après sa mort, c'est celle que j'ai téléchargée sur l'équivalent de Gallica aux États-Unis. Donc on peut télécharger un livre ancien. Et cette édition-là, elle est plus ou moins complète, parce que depuis on a retrouvé beaucoup de choses. Et donc il y a une université américaine qui, depuis la fin des années 80-90,
début 90, a l'intention de rééditer le journal complet de Soro, mais le faire en 16 volumes, et pour l'instant ils en sont en tome 8. Et nous, on est en train d'attaquer leur tome 5. Donc, à un moment donné, on va les déplacer. Ce qui est quand même un paradoxe, quoi. C'est pas répétitif? Ben, non. Pour l'instant, écoutez, je ne me suis pas ennuyé. Bon, là, le 5e tome, il y a une passage qui est un peu en piquinant, où il est en train de noter des noms latins de pommiers, donc c'est un peu fatigant, c'est pas très passionnant. Mais non, sinon c'est très très surprenant, hein, c'est très très amusant, parce que en particulier maintenant, à partir du 4e tome, là déjà là, et puis là, 5e tome, c'est-à-dire que comme il a compris qu'il n'allait pas gagner sa vie avec ses livres, à sa grande déception, et qu'il n'allait pas gagner sa vie non plus avec ses conférences, et toujours lui à la hussarde, hein, il décide donc d'écrire pour lui, et donc le journal devient son œuvre. Et donc là, on n'est pas dans un journal, et puis c'est pas le journal de Gilles, hein, aujourd'hui j'ai fait ceci, aujourd'hui cela, non, il y a très peu, quand son frère meurt, on le devine, parce qu'on connaît sa biographie, on le devine, mais il y a très peu d'allusions à sa vie de tous les jours, c'est des réflexions, il a lu des textes indiens, il est noté là-dessus, puis quand il fait passer, il y a une seule fois, il parle d'un esclave qu'il a aidé à fuir, mais sinon, voilà, c'est vraiment pour moi, c'est un accompagnement intérieur qui est très intéressant. Hein. On est vraiment dans le parcours d'une pensée, là. J'avais une question. Tout à l'heure, vous avez parlé des écrivains Briochat, Grenier, Gautier, Palante. Vous voyez c'était des individus, enfin je pense... des écrivains de l'individu, est-ce que vous avez... Oui, moi je ne parle pas, pour Palante, hein, par exemple, Palante et Gautier, oui, il faut choix. Et par rapport à Soro pour moi, je pense que ça... Enfin, je n'avais pas pensé, j'ai une très bonne remarque. Je pense que c'est pas un hasard si ces auteurs-là m'attirent, ouais. Je pense que c'est pas... Je pense que ça correspond à un besoin personnel aussi d'aller un peu à rebrousse-poil et d'aller vers ces auteurs qui quand même nous obligent à sortir des ornières, hein, pas forcément de faire la révolution, mais en tout cas de penser autrement, de prendre un peu la tangente. Et oui, sans doute, vous avez tout à fait raison. Qui étaient des philosophes, pour Palante et Gautier. Mais même Grenier, hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de... qui a fait un ou d'autres romans, mais c'est pas le plus intéressant de son œuvre. Hein. Et je ne sais pas si ça a déjà été évoqué... Comment vous expliquer, c'est un peu comme Gramsci aujourd'hui, même tout le monde se tarde, mais comment est-ce que l'engouement pour Soro aujourd'hui Soro, il a deux choses pour lui qui sont, mais comme je vous disais, il y a deux choses pour lui, c'est le retour à la nature, mais vous voyez que c'est un peu plus compliqué que ça, et puis le fait de vivre dans sa cabane dans les bois tout seul, vous voyez qu'il vivait, enfin, ce que j'ai raconté, il faut relativiser, et puis il y a peut-être la désobéissance civile. Quand je raconte la nuit en prison, c'est ce que m'avaient dit d'ailleurs les éditrices quand elles m'ont demandé d'écrire sur la biographie, elles m'ont dit déboulonne la statue, mais il s'agissait pas de ridiculiser Soro, il s'agissait juste de montrer la réalité des faits. Donc il y a la réalité des faits, puis il y a la légende d'Épinal qui se construit autour du personnage. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans la légende dans l'image d'Épinal autour de Soro. Donc il y a ce retour à la nature, la désobéissance civile, et ce sont des thématiques qui sont porteuses, comme on dit aujourd'hui, qui sont porteuses. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour moi, que les anarchistes puissent se réclamer de Soro, c'est toujours quelque chose qui me surprend. D'abord, c'est plus un libertaire qu'un anarchiste. Puis c'est quand même, il faut aussi pas l'occulter, c'est un pur produit de la Nouvelle-Angleterre puritaine du 19e siècle. C'était quand même, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle un cubéni au départ, hein, quand même. Hein, c'est pas un grand sensuel, c'est pas un dieu. Donc, pour moi, c'est très paradoxal, quoi. Je pense que ça doit répondre à des. Je pense qu'il y a, d'une part, ça doit répondre à des attentes. Et puis d'autre part, je ne sais pas, on donne une assise à une pensée aujourd'hui, une pensée politique, mais je pense qu'on dévoie ces textes-là, parce que c'est pas exactement... la Boétie, ça ne peut pas être, si vous lisez la servitude volontaire, c'est pas récupérable sur un plan politique. Parce que d'abord, c'est une réforme, c'est quelque chose d'individuel. Soro, je le disais, c'est le chantre de l'individualité, pas de l'individualisme. Hein. C'est pas un individualiste, il ne faut pas confondre. Du Soro, moi, c'est un truc, alors voilà, quelque chose auquel j'adhère pleinement. Il dit, il n'y a qu'une seule réforme à entreprendre, c'est la réforme de soi. Et il avait cette phrase que je trouve vraiment pertinente, qui dit la société dans laquelle, l'État et la nation dans laquelle vous voulez vivre ne dépend pas du bulletin de vote que vous mettez, alors on est aux États-Unis, tendu tous les 4 ans, mais de la personne que vous décidez, de l'homme ou de la femme que vous décidez d'être tous les matins. Et c'est exactement ça. Oui. Ouais. L'outil n'est pas récupérable, c'est ça pour récupérer.
Oui, mais sauf qu'on le dévoie, parce qu'on le dévoie parce que ce qu'on propose, c'est pas ce qui est proposé quand on le récupère, c'est une réforme. Enfin, bon, là, je vais rentrer dans une interprétation personnelle où il n'y a aucun message politique de ma part. Hein. Moi, j'adhère pleinement en fait à la réforme de soi. Ce qu'on dévoile là-dedans, c'est qu'on prône quand même plutôt ceux qui le récupèrent, prône plutôt quand même une réforme des autres qu'une réforme de soi. Ouais, moi, quand je parle d'une réforme de soi, c'est-à-dire que quand il fait Walden, Soro, il dit pas, quand il fait ses conférences, il ne dit pas « voilà comment vous devez vivre ». Il dit « voilà comment j'ai vécu », puisez là-dedans pour la ranger à votre sauce personnelle. Justement, aujourd'hui, je pense qu'on est tous là-dedans. Oui, non, mais les individus, je parle pas des... évidemment, il y a la différence entre les individus comme ça et des instances politiques ou comme ça qui peuvent s'en appeler. Ah oui, entre les deux, oui. C'est les individus si les individus s'approprient Soro ou Gramsci aujourd'hui, je pense que ça répond à des attentes personnelles. C'est quand ça devient des étendards politiques que ça devient plus... Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Est-ce que ça lui est jamais arrivé de critiquer cette nature, de se révolter contre cette nature? Non. Ça, là, non. Ça, vraiment, c'est... Hein? En tant que loi. Non, parce que pour lui, non, alors justement, ça c'est la seule loi qu'il respectait, quoi. C'était ces lois qui répondaient, et puis qui ne répondent pas à un Dieu, qui ne répondent pas à rien, qui répondent à un principe, lui, qui répondent à ce qu'on appelle, ça se rapproche de la foi des Indiens d'Amérique, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il était très proche, c'était le grand esprit en fait, hein, il se rebelle jamais là-dedans, au contraire. Quand il met le feu, en fait, il part avec un ami faire remonter à la rivière en bateau. Il s'arrête sur le bord de la rivière pour pêcher. Il allume le feu. Comme c'était sec autour, il crame tout et tout comme ça. Et lui, il va alerter les gens et les autres comme ça. Et puis après, pendant que tout le monde s'affaire à calmer l'incendie, etc., et de temps à autre, il s'arrête pour contempler le spectacle. C'est un spectacle de destruction quand même. Quand il y a des inondations, bon, en même temps, il n'a pas été victime de. Par exemple, quand il va, bon, j'ai pas le temps d'en parler, mais il était très actif dans le journal des transcendantalistes qui s'appelait le Dial, donc ce qui veut dire le cadran. Et ça a été dirigé à un moment donné par une femme, parce que c'est l'originalité aussi de ce club américain, par opposition au club anglais d'ailleurs, c'est qu'ils accueillaient des femmes. Et il y avait une femme qui s'appelait Margaret Fuller, qui est une femme assez épatante, et qui a fui, à un moment donné, qui participait au Risorgimento, donc à côté de Garibaldi en Italie avec son mari, et puis ensuite qui écrivait des articles qu'elle envoyait aux États-Unis, et puis qu'ensuite elle est rentrée en France, aux États-Unis, et son bateau s'est échoué, a fait naufrage au large de Cape Cod justement, et elle est morte avec son mari et son petit garçon de 2 ans ou 3 ans. Et Emerson lui dit il faut aller récupérer les restes de Margaret Fuller, ce que vous pouvez récupérer. Il va là-bas, il voit des cadavres sur la plage, etc. Et il décrit ça cliniquement, et puis comme un fait naturel. Donc il n'y a aucune rébellion là-dessus, quoi. Donc pour le coup, là, c'est pas non plus dans la servitude, c'est plutôt quand je vous parlais du non-agir tout à l'heure, on est plutôt dans un principe, mais qui n'est pas très présent d'ailleurs dans l'œuvre de Soro, alors qu'on le trouve chez Jean Grenier justement, mais qui est, pour moi, Soro, il a vraiment un côté taoïste. C'est-à-dire, il y a un principe dans le Tao qui est très compliqué, alors je ne prétends pas l'avoir maîtrisé encore, loin s'en faut, qui s'appelle le Wu Wei, qu'on traduit, apparemment c'est pas la traduction exacte, par le non-agir. En fait, ça veut dire qu'il y a un mouvement des choses qui est inéluctable, donc c'est la voie de la nature, on va tous vers la mort, etc. et tout ça. Et dans ce mouvement, il est strictement inutile et vain de lutter contre ça, contre-productif de lutter contre ce mouvement, d'aller contre ce mouvement, mais dans ce mouvement-là, on peut devenir libre, d'agir à sa guise. Donc voilà, il y a un mouvement général qui est l'ordre des choses, et puis après, on peut se mouvoir dans cet ordre des choses. On peut se mouvoir librement dans cet ordre des choses. Si on est conscient à cet ordre de choses irréversible, on peut trouver son espace de liberté. Et chez Soro, il y a ça. Et c'est curieux qu'en effet, lui qui s'est énormément nourri des textes asiatiques, plutôt des textes indiens et chez les Chinois de Confucius et de Mencius, il est curieux que Tao et Lao Tse soient très peu présents dans son œuvre. On va peut-être s'arrêter là, merci. De rien, merci à vous.